Marcel Legui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Chaque année, 50 000 Européens sont tués sur les routes et 2 millions d'autres sont blessés. Et pourtant, ces victimes sont très vite oubliées. Pourquoi? Eh bien, chaque année, c'est la même chose. Et même des fois, on est content qu'il y en ait si peu. Et dans les années 70, il y en avait presque le double. Et chaque année, on se réjouit presque de voir une diminution de ces victimes. Mais ce nombre est absolument intolérable. Ça présente une petite ville détruite. Chaque année, il y a une petite nation complètement blessée. Donc, c'est des chiffres qui devraient nous alerter, et pourtant ils tombent dans l'oubli parce que c'est oublié. Mais est-ce qu'on peut vraiment supprimer les accidents? Le mouvement est une forme d'énergie, donc forcément, cette énergie, elle est dangereuse. Vous êtes professeur de physique. Est-ce qu'il y a une certaine logique scientifique respectée lorsqu'on dit on pourrait éviter tous les accidents? Voyez-vous, l'énergie est une chose positive. Elle nous permet elle permet de nous transporter, elle permet de nous chauffer, elle permet des tas de choses, mais elle peut aussi avoir un effet destructif. Et quand cette énergie cinétique se transforme en énergie de torsion, d'écrasement et tout, eh bien, c'est une chose qu'on ne peut pas éviter. Donc l'unique moyen d'éviter que cette énergie cinétique se transforme en énergie destructive et de respecter les règles de la circulation. Mais est-ce que des voitures intelligentes ou des routes qui pardonnent pourraient nous aider? Contribue. Une route qui pardonne, qui a peu d'arbres, qui n'a pas de points noirs ou qui est bien illuminée, permet certainement de diminuer le nombre de victimes. De même que des voitures renforcées dans lesquelles la cage du conducteur est solide, est assez solide, dans lequel il y a un airbag, la ceinture de sécurité portée par le conducteur. On peut résister à des chocs de 60-80 km/h. Mais qu'on se rende bien compte que malgré ces airbags et ces perfectionnements, à des vitesses de 130, 140, cette protection n'est absolument plus efficace. Les gens ont une grande probabilité de se faire tuer et de rester handicapés en allant si vite. Dans votre discours cet après-midi, vous avez fait une comparaison entre le Luxembourg et le canton de Genève en Suisse, le même nombre d'habitants, mais 3 fois moins de tués en Suisse. Comment est-ce possible? À Genève en particulier, je ne voudrais porter aucun jugement sur la sécurité routière luxembourgeoise, mais ce que je sais, c'est qu'en Suisse, les contrôles sont extrêmement fréquents. La police est présente, les radars sont présents, et ils marchent, ils fonctionnent. On arrête les conducteurs pour voir s'ils ont un taux d'alcoolémie supérieur à celui qui est permis. Et à la longue, je pense que les conducteurs apprennent qu'il faut se comporter convenablement. Et il y a même des agences de voyage, des agences de voyage françaises qui disent lorsque vous passez par la Suisse, lorsque vous passez par Genève, faites bien attention. Ils vérifient les vitesses. Donc et ça, il vaut mieux faire plus de contrôles que de punir plus sévèrement? Voyez-vous, pour 400 000 habitants, Genève a 18 morts par an. Et de nombreux blessés, néanmoins. Donc c'est une chose qui vraiment vaut la peine. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une politique commune de sécurité routière en Europe? Ah, ça c'est très regrettable. Le Parlement européen a proposé qu'il y ait un programme commun de sécurité routière. Et les pays, en principe, ont signé un accord, l'accord de Maastricht, qui dit que la communauté européenne devrait être compétente dans le domaine de la sécurité routière. Mais malgré ça, il y a quelques pays, dont votre voisin de l'Est, l'Allemagne, pour dire en deux mots, pour ne pas le nommer, qui préfèrent s'en tenir au principe de la subsidiarité. Et c'est extrêmement regrettable, parce que, d'une part, l'Allemagne ayant des vitesses illimitées sur certains bouts d'autoroute, ça justifie la construction de voitures extrêmement rapides, des voitures qui font 200 à l'heure, 300 dans certains cas, et ces voitures, lorsqu'elles sont entre les mains de certaines personnes à certains moments, ont tendance à
atteindre des vitesses qui sont plus les vitesses légales, et ça cause certainement beaucoup d'accidents. Qu'est-ce que ça pourrait changer, une politique commune de sécurité routière? Quels seraient les axes principaux? Une politique commune de sécurité routière aurait un énorme avantage. D'abord, toutes les infractions, les sanctions seraient les mêmes dans tous les pays. La teneur maximum d'alcool dans le sang des conducteurs serait la même. Les pays devraient s'engager, chacun, à réprimer ou à réprimer certaines infractions. Et une politique commune aurait l'avantage de pousser certains gouvernements à passer des lois plus incisives. Parce que très souvent, la majorité dans les parlements hésite à prendre des mesures incisives, rapides. On dit il n'y a pas besoin, c'est pas nécessaire, il y a peut-être des lobbies qui actent dans le sens inverse. Mais une politique commune décidée à coup de directive renforcerait les parlementaires à voter dans ce sens. Et dans ce cas-là, ces mesures de sécurité pourraient être mises au niveau européen. Et même si certains pays n'est pas leur engagement, étant donné qu'ils ont signé le traité de Maastricht, ils pourraient être portés devant la Cour de justice européenne. Ici à Luxembourg. Ici au Luxembourg. Professeur Egui, merci de votre visite. Merci bien. Au revoir, monsieur.